Je m'installe à mon tour avec plaisir dans cette maison chaleureuse, avec une profonde envie de partager des récits de vie bouleversants. Pour découvrir des itinéraires inspirants. J'ai accouché un dimanche, elle faisait 32 cm. Et quand mes yeux se sont rivés sur elle, ça a été le choc, parce que j'avais pas du tout un poupon en face de moi. On a l'impression d'entrer dans un sas entre la vie et la mort, c'est-à-dire qu'on est dans un service de réanimation. Il y a plein de lits de bébés et pourtant on n'entend aucun bruit humain, on n'entend aucun pleur de bébé, on n'entend que des bruits de monitoring, donc de bip dans tous les sens. J'ai fondu en larmes, je leur ai tout dit, j'aurais dit je suis désolée de vous faire subir ça les garçons, je suis désolée. Nos invités sont la preuve qu'un espoir est toujours permis. Chacun à leur manière, ils ont surmonté les obstacles aujourd'hui. Comment? C'est justement cela qu'ils ont décidé de partager avec nous. Aujourd'hui, c'est une petite fille pleine de vie, très dégourdie. Quand on a franchi la porte de l'hôpital, la sortie, j'ai eu l'impression d'une deuxième naissance. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Chaque année en France, ce sont 65 000 enfants qui naissent prématurément, des bébés qui, dès leur venue au monde, doivent déjà se battre pour s'accrocher à la vie. Aujourd'hui, je reçois des parents dont les nourrissons sont arrivés bien avant terme. Les médecins ne savaient pas s'ils survivraient, alors que ces naissances auraient dû être le plus beau moment de leur vie. Ils ont tous les trois basculé dans l'angoisse. Alors comment affronter cette épreuve quand on est parent? De quelle manière envisager l'avenir quand on est responsable d'un être aussi fragile? Et surtout, quelles séquelles pour ces enfants arrivés trop tôt? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec ces deux témoignages poignants que j'avais très envie de partager avec vous. Bonjour. Bonjour. Anne. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Louis. Bonjour. Marie et Moine. Bonjour. Merci de venir nous rejoindre dans cette jolie maison. Allez-y, installez-vous. Marie, venez vous mettre là. Louis, Merci. Marie et Moide. Merci d'être avec nous. On va parler d'un joli combat pour la vie que vous avez mené auprès de vos enfants qui sont nés prématurément. Extrêmement prématurément, on va le voir. Quel est le sens de votre venue? Je m'adresse peut-être aux mamans. Marie? Aujourd'hui, je suis là pour effectivement pour témoigner du combat que nos filles ont mené et également pour apporter quelques éléments de témoignage auprès des autres familles qui connaîtraient ça et leur apporter de l'espoir, puisque ça a été une histoire dure, mais une histoire belle et une histoire qui se finit bien. Et Anne? Je rejoins Marie sur le message que je veux faire passer. Donc c'est apporter aux parents qui vivent la situation actuellement dans les hôpitaux, leur apporter une note d'espoir et pouvoir aussi leur dire qu'il faut qu'ils cherchent du soutien autour d'eux et être très présents auprès de leurs enfants. Alors, vous avez accouché Marie de 2 jumeaux. Ils sont nés tous les deux prématurément. À 6 mois de grossesse? 6 mois et demi. Ils pesaient chacun à la naissance? Alors, ils pesaient plus d'1,7 kg, ce qui était très gros pour leur terme, mais ce qui pour moi m'a paru minuscule. Alors, très gros pour leur terme, et pourtant ils avaient des organes qui n'étaient pas totalement formés. Oui, leurs poumons n'étaient pas matures, ils ne savaient pas réguler leur température, leur système cardiaque non plus, ils ne savaient pas digérer ni même déglutir. Et en fait, on les a vus en fait se développer sous nos yeux. Alors, on n'a pas donné les noms de vos jumeaux. Adèle et Benjamin. Voilà. Et vous, Anne, votre fille, Alexia, est née à 25 semaines de grossesse. 27 exactement. 27, c'est-à-dire pratiquement 6 mois. 6 mois. Voilà. Et alors elle, c'était un tout petit bébé puisqu'il ne pesait que 650 grammes à la naissance. Tout à fait. Alors, avant de parler de votre combat, on va revenir à vos aspirations de mère. Vous aviez envie d'avoir des enfants, toutes les deux, Marie? Oui, moi toujours. Je crois qu'enfant, je me suis toujours imaginée avec beaucoup d'enfants. Par contre, sans jamais me projeter mère de jumeaux. Ça a été une vraie surprise. Et vous, Anne? Ah oui, j'aurais souhaité en avoir 2. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'en ai une et elle me comble, donc c'est l'essentiel. Alors, 2 ans après vous êtes rencontrés, tous les deux, vous êtes tombée enceinte. Une grossesse qui s'est bien passée?
une grossesse de rêve. Enfin, vraiment, là, c'était la grossesse idéale, sans aucun mot, en forme jusqu'à la fin. Une petite fille née à terme, 3,7 kg, en pleine santé. Donc, j'avais une expérience très positive de la maternité. Donc une famille qui se porte bien, grand équilibre, tout va bien, jusqu'à ce que vous ayez 30 ans et là ça se complique un petit peu au moment où vous avez envie d'un autre enfant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors une envie d'un deuxième enfant, donc plusieurs tentatives qui se finalisent par des fausses couches. Donc c'était des moments tristes. Ça vous est arrivé combien de fois? 3 fois. Oui, des petits accidents mais qui sont douloureux. À quel terme ça s'est passé à chaque fois? Alors à chaque fois durant le premier trimestre, donc Ouais. les 3 mois de grossesse. Et puis la 4e fois était la bonne, donc comment l'avez-vous appris? Alors, en faisant un test de grossesse, donc euphorique, également un peu stressée. Enfin, voilà, je redoutais qu'il y ait encore une énième fausse couche. Donc, mais un bébé que j'ai tout de suite aimé. Est-ce que vous l'avez gardé pour vous ou vous l'avez tout de suite annoncé à Mouad, cette Alors, nouvelle? j'ai eu du mal à me retenir. Je crois que je l'ai annoncé dans la foulée. Alors, je l'ai annoncé, par contre, je voulais faire une surprise et puis je l'ai annoncé à table pendant qu'on dînait. J'ai pas eu le temps de préparer une surprise. Comment vous avez réagi? J'ai failli tomber de ma chaise, mais non, c'était une bonne nouvelle et on était très heureux. J'étais heureux de la voir radieuse. Donc, Alors, première échographie, qu'est-ce qu'on vous annonce? Et alors là, la surprise, qui sont 2. Je m'y attendais absolument pas et ça tout de suite, j'ai eu l'impression d'un miracle et voilà, une joie immense. Pas d'angoisse quand même. Alors, pas d'angoisse. Je crois qu'on voulait tellement un deuxième enfant que le fait d'en avoir 2, c'était encore mieux. Comment vous l'avez interprété, vous, ça, Mouad? moi, on me l'a annoncé, j'étais au travail, donc je pouvais pas crier dans les couloirs, mais j'étais vraiment heureux, comblé et paradoxalement, je lui dis que j'étais pas vraiment surpris parce que j'ai eu toujours un peu ce pressentiment qu'on allait avoir des jumeaux. Ah bon? Contrairement Pourquoi? à Marie, je sais pas, une Bizarre, ça. intuition. Bon, alors, j'imagine que quand même, le gynécologue vous parle de grossesse à risque. Qu'est-ce qu'il vous dit ce jour-là? Alors oui, effectivement, le gynécologue commence à m'expliquer que les grossesses gémellaires, notamment monozygotes, donc c'est-à-dire de vrais jumeaux, font l'objet d'un suivi très particulier, que c'est considéré comme une grossesse à risque. Quel genre de risque? Alors, risque notamment de naissance prématurée. Alors, risque également de problèmes de croissance entre les 2 bébés. Et elle m'explique également que j'aurai des rendez-vous plus réguliers que pour un suivi de grossesse dit classique. Accouchement prématuré, ça vous parle à ce moment-là quand on... Alors, je me sens pas concernée. Je connaissais une amie qui avait eu des enfants nés très grands, prématurés. Mais là, à ce moment-là, je me sens pas concernée. Moi, je suis dans ma grossesse, dans l'annonce de la grossesse gémellaire. Elle me conseille également de m'inscrire directement dans une maternité équipée de niveau 2 ou de niveau 3, donc d'un service de néonat en soins intensifs ou en réanimation. Anne, ça se passe comment? Vous tombez enceinte à quel âge? Alors, je tombe enceinte à 29 ans. Et, Vous avez mis beaucoup de temps? J'ai mis 10 mois, effectivement, pour tomber enceinte. J'apprends que je suis enceinte pendant les vacances d'été, donc à Comment vous le l'océan. vivez? Super, une très bonne nouvelle. Le début de grossesse se passe très bien, un peu de fatigue, mais classique. Ouais. Et jusqu'à l'arrivée au 5e mois où ça se complique. Alors, on va parler justement de ces complications. Elles surviennent à quel moment? On commence à sentir des petites complications vers le 4e mois? Alors, vers le 4e mois, je commence à ressentir de très, très légères contractions, absolument indolores. Mais j'en parle à mon docteur. Et donc là, on met en repos, donc en arrêt. Vous travailliez à ce moment-là? Je travaillais, voilà, à ce moment-là. Donc, j'étais autorisée pendant le 4e mois à 1 heure de sortie par jour. Donc, bon, je savais que c'était un repos conseillé, j'étais pas encore trop inquiète. J'ai commencé à ce moment-là à me renseigner sur les grossesses gémellaires, à lire des livres. Et puis au 5e mois, là, j'ai été interdite de sortir. Enfin, j'ai été mise au repos complet. Donc, Parce que trop de contractions. Voilà. Donc là, vous vous dites quoi quand même? Là, c'est de l'inquiétude, vous Alors, pensez à vos enfants, Voilà, je pensais à eux et j'avais comme une épée de Damoclès, c'est-à-dire que je me suis mise à compter les semaines, puis ensuite les jours, puis ensuite c'était presque les demi-journées jusqu'à leur naissance, c'est-à-dire que je savais que chaque semaine de gagner était vitale pour eux et ensuite que chaque jour, ce serait des grammes en plus, un niveau de maturation un peu plus avancé pour eux. Et vous, Mouad? Je me suis plongé dans un nombre
incalculable de lecture, plutôt scientifique, médicale, parce que j'avais besoin voilà, de me raccrocher à quelque chose. Et voilà, on essaie de se rassurer voilà, par des statistiques, par des témoignages, par des faits en fait, et auxquels on peut se comparer. Donc ça, c'est au 5e mois. Donc vous espérez Aller tenir plus loin, le voilà, plus longtemps possible. Et puis le destin en est allé autrement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est un peu plus de 6 mois, j'allais donc à l'hôpital pour l'une des échographies de contrôle. La première à laquelle Mouad pouvait assister, parce qu'il n'avait pas pu se libérer pour les précédentes. Et puis là, finalement, le docteur m'annonce qu'on me garde pour menace d'accouchement prématuré, donc on me garde à l'hôpital. Parce que qu'est-ce qui se passait? Alors en fait, le col de l'utérus était trop raccourci, donc il y avait une menace. Donc l'objectif était de me garder 48 heures pour m'injecter des corticoïdes pour favoriser la maturation des poumons des bébés, et ensuite de me laisser rentrer à la maison après ces 48 heures. Pendant l'hospitalisation en urgence, il se trouve que j'ai eu un début de travail de grossesse. Donc j'ai été descendue directement en salle de naissance. Finalement, les professionnels ont réussi à stopper les contractions grâce à une injection d'un produit. Donc j'ai ensuite été remontée dans une chambre de la maternité. J'ai réussi à tenir une semaine supplémentaire. Est-ce qu'à ce moment-là, quand même, on vous parle de l'état des bébés? On vous dit dans quel état ils sont dans votre utérus? Oui, alors j'ai eu des nouvelles rassurantes, notamment des pédiatres qui sont venus me voir dans la chambre, qui m'ont expliqué donc sur les estimations de poids approximatives qu'elles étaient très bonnes, qui m'ont expliqué également tout ce qui serait fait en termes de soins s'ils naissaient au moment où ils me parlaient, qui m'a expliqué qu'effectivement la case réanimation serait une étape obligatoire dans leur hospitalisation. Ils vous ont expliqué aussi que les organes n'étaient pas totalement matures? Voilà, n'étaient pas totalement matures et qui continueraient de se développer en dehors de mon ventre. J'avais confiance en eux, hein. Je savais qu'ils avaient l'habitude de prendre en charge des bébés à ce terme, qu'ils étaient déjà bien avancés. Néanmoins, en tant que maman, je voulais aller plus loin et je voulais passer au moins le 7e mois. C'était quelque chose que je m'étais fixé. Moi, j'imagine qu'on se sent d'autant plus impuissant qu'on ne porte pas soi-même les enfants. Donc, comment vous l'avez épaulé à ce moment-là? Déjà, une première chose, c'est qu'on a notre fille, il faut continuer à s'occuper d'elle. Donc, Elle avait oui, quel âge, notre elle, à ce aînée, moment-là? Elle avait 4 ans. Donc déjà, je dis, bon, ne t'inquiète pas, pour Sarah, je m'occupe d'elle entièrement, il n'y a aucun problème. Donc ça lui permettait voilà, d'avoir un souci au moins en tête. Après, pour elle, j'essayais voilà, d'être là un maximum à ses côtés, avoir des paroles rassurantes, à dire que, voilà, que tout allait bien se passer, qu'il fallait encore une fois faire face et qu'on allait se donner les moyens de le faire. Alors, Luis Alvarez, vous êtes pédopsychiatre, vous travaillez à l'hôpital Necker, puis vous avez une consultation privée. C'est l'attitude parfaite, là. J'imagine que ça ne doit pas toujours être évident pour des couples dans l'inquiétude et dans l'angoisse. Formidable équipe parentale, effectivement. Ouais, c'est ça. Où chacun est à sa place. Et puis Mouad comprend que son travail, c'est de faciliter la vie à la maman pour qu'elle puisse aller le plus loin possible dans cette grossesse, oui, effectivement. Ce qui n'est pas toujours le cas. À quoi vous êtes confronté dans ce type de situation? Je crois qu'un élément très important dans le récit de Marie et de Mouad, c'est qu'ils ont pu anticiper un tout petit peu ce qui allait se passer. Et anticiper sauve la vie. Anticiper signifie qu'on peut se constituer des amortisseurs psychiques pour faire face à la réalité. Malheureusement, dans les situations où la naissance prématurée arrive soudainement et cette anticipation manque. Et les parents sont très, très démunis, très débordés, très effractés par la réalité. Et là, le passé et le présent se mélangent. Et à chaque fois qu'il y a ce type de malheur, on va chercher dans son patrimoine de souvenirs un malheur avec qui cet événement entre en résonance. Et parfois, cela crée des conflits entre les parents. Mais c'est à cause de ton oncle, c'est à cause de la belle-mère, c'est à cause de ceci, de cela. Et malheureusement, ce qui a fait souffrir par le passé vient nous faire souffrir à nouveau dans le présent. Et c'est très malvenu, parce que c'est très encombrant pour faire face à la réalité d'aujourd'hui. Et Anne, ce qui vous est arrivé, vous, c'est un problème de grossesse subitement. Vous n'avez pas pu vous préparer, peut-être, comme moi, des maris. Ce qui s'est passé, je suis allée à ma visite de contrôle mensuelle chez le gynécologue pour l'échographie.
Et quand je suis arrivée, il m'a pris ma tension dans un premier temps et je l'ai vu un petit peu tiquer. Et il me dit, votre tension est élevée. Bon, des fois, ils mettent ça sur le syndrome de la blouse blanche. Il me dit, bon, on va la reprendre dans quelques minutes, on va faire l'échographie et puis on reprendra votre tension après. Quand il a fait l'échographie, il s'est rendu compte qu'il y avait un petit retard de croissance intra-utérin, donc de ma fille. Et il m'a repris ma tension dans la foulée et il s'avérait que ma tension ne baissait pas, était très élevée. Donc j'ai eu une petite batterie d'examens et il a pris la décision dans les 3-4 heures qui ont suivi de m'hospitaliser. Et là, ça a été très rapide. Il n'a pas voulu me garder parce que c'était une clinique, donc il fallait m'envoyer sur une maternité de niveau 3. Donc il m'a envoyée sur Lyon. Parce que c'était quoi en fait le problème pathologique? C'était ce qu'on appelle une préclampsie. Ça, exactement. Voilà. Donc il y avait un risque pour moi. Votre vie. Voilà, oui. Ouais. Et donc pour ma fille. C'était une sorte de rejet du bébé. Plus ou moins, oui. Mon corps acceptait mal la grossesse finalement. Et là, vous êtes à combien de grossesse? J'étais à 5 mois, un petit peu passé 5 mois. Ouais. Donc, Louis Alors, la prééclampsie et l'éclampsie sont un mystère pour la science. Personne ne sait ce qui se passe réellement. Il y a quelque chose d'un peu difficile pour les mamans quand elles entendent le terme rejet. Parce que c'est penser qu'une partie de leur corps a, en quelque sorte, refusé la poursuite de la grossesse. Je ne crois pas qu'on puisse penser les choses de ce terme-là. Donc il faut bannir ce terme-là. Oui, il faut le bannir. D'accord. On le bannit alors. À un moment donné, cette grossesse devient un danger et pour la maman et pour le bébé. Et le traitement, c'est de l'interrompre. Voilà. C'est l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe alors? 15 jours d'hospitalisation, vous refaites des analyses? Voilà, et on trouve en plus donc de la prééclampsie une seconde maladie de grossesse qui est la cholestase gravidique, qui est normalement une maladie qui arrive plutôt dans le 3e trimestre de grossesse. Donc là, il s'interroge sur le fait que moi, elle est arrivée prématurément dans ma grossesse. Alors juste un mot d'explication, qu'est-ce que c'est la cholestase? Je n'avais jamais entendu ce terme. Alors la cholestase signifie que le foie était en train de souffrir. D'accord. Et qu'il était beaucoup trop chargé. Le foie de la maman? Le foie de la maman. C'est lié au problème de tension? C'est lié, et la forme la plus grave, c'est quelque chose qui s'appelle le HELP syndrome, et est une urgence absolue pour la maman. Donc là, on a beaucoup de clignotants qui alertent quant à la santé de Anne. Et qu'est-ce qui se passe du côté du bébé? Est-ce que le bébé évoluait normalement? Alors, elle s'était remise effectivement à évoluer, à grandir. Disons qu'elle n'avait pas la taille d'un bébé de ce terme-là. Donc effectivement, ils m'ont maintenue pendant 15 jours à force d'examen pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour essayer d'avancer un peu plus dans les semaines et les jours pour qu'elle profite un peu plus. Donc j'ai eu, comme Marie, les piqûres de corticoïdes pour le développement des organes vitaux. Malheureusement, ils ont peut-être pas fait leur effet, ce qui me semble que c'est 3 semaines. Après la piqûre, et en fait au bout de 2 semaines il a fallu m'accoucher en urgence, donc en 1 heure de temps, puisque je me dégradais moi de plus en plus, mes analyses étaient de plus en plus mauvaises. Donc Alexia a montré un signe de ralentissement à plusieurs reprises dans la matinée sur les monitorings. Donc césarienne, anesthésie, comment ça se passe l'accouchement? Ça va très vite, on a à peine le temps de réaliser, l'angoisse monte et on se retrouve au bloc. Pour moi c'était une grande première pour tout. L'hospitalisation, le bloc opératoire, la grossesse. Et puis des angoisses pour votre bébé, j'imagine. Voilà. Et beaucoup Qu'est-ce que d'appréhension. vous dites à ce moment-là? J'avais peur qu'elle ne survive pas, réellement. Voilà. Donc, vous avez une césarienne. Est-ce que vous avez vu votre bébé? Non. Alors, il m'avait dit, on vous attendra à la sortie du bloc avec la couveuse pour que vous puissiez la voir avant qu'on la monte en réanimation. Par contre, au terme où j'étais, il fallait faire vite. Donc, effectivement, ils m'ont attendu quand je suis sortie du bloc opératoire. Votre conjoint était là? Oui, mon conjoint était là. Lui a pu la voir pendant la préparation, avant la mise en couveuse. Donc, pour moi, c'était un soulagement aussi parce qu'il a pu voir son bébé. C'était très important pour nous. Et pourquoi vous n'avez pas pu la voir, vous? Et moi, non, puisque j'étais au bloc opératoire et le temps qu'il la prépare, c'était le temps de terminer la césarienne une fois qu'ils l'ont sortie. Et elle était emmitouflée dans la couveuse et j'ai vu 2 petits doigts dépasser. C'est tout ce que j'ai pu voir. Et ce qui était terrible pour vous, c'est qu'elle était tellement petite, 650 grammes lorsqu'elle est née, que vous ne l'avez pas vue pendant combien de temps? Ça me paraît Alors, oui,
interminable. Oui, c'était interminable. J'ai accouché un dimanche et au vu de mon état de santé, je ne pouvais pas me lever. Du coup, j'ai pu aller la voir dans le service où elle était, dans le même bâtiment, mais à 2 étages au-dessus, que le mardi, en fin d'après-midi. Alors les infirmières ont été très délicates. Elles m'ont fait une photo immédiatement, en fait, à son arrivée en réanimation et elles me l'ont descendue dans ma chambre de maternité. Beaucoup de c'est terrible. culpabilité. Énorme. De faire souffrir mon enfant alors qu'elle avait rien demandé. Et ça a été très dur et très long à digérer et à m'enlever de la tête surtout. Alors, on va revenir à l'histoire de Marie avant d'aller plus loin, puisque là, le combat commence et on va voir que c'est un sacré combat. Donc, vous êtes hospitalisée. Qu'est-ce qui se passe au bout d'une semaine, je crois, d'hospitalisation? Voilà, vous tenez le plus possible. Et puis, une nuit, les contractions commencent à reprendre et une nuit, j'en sens une plus forte que l'autre. Immédiatement, donc je sonne le personnel et j'appelle dans la foulée mon mari en lui disant « Écoute, viens, je pense que ça va être cette nuit. J'avais encore espoir qu'on réussisse à stopper le travail et en même temps, je savais que cette fois-ci, on n'y arriverait pas. Effectivement, j'ai été descendue en salle de naissance et là, on m'a dit c'est pour cette nuit. Donc mon mari m'a rejoint rapidement et là on a été pris. Enfin moi j'étais perdue dans mes sentiments, c'est-à-dire que j'avais peur, j'étais angoissée, je voulais pas que ça arrive tout de suite et en même temps j'étais pressée de bientôt rencontrer mes bébés. L'équipe médicale m'avait prévenu qu'en fonction de leur état à la naissance, je pourrais ou non les toucher, leur faire un bisou. Donc j'ai accouché par voie basse des deux. J'ai eu le temps à la naissance de Benjamin de lui faire un petit bisou, puis il a immédiatement été emporté. Adèle également, je les ai à peine vus, j'ai vu leur crâne, j'ai vu qu'ils étaient tout petits, qu'ils avaient l'air tout faibles, tout frêles, j'ai entendu 2 petits pleurs, et puis ils sont partis, mon mari les a suivis pour les premiers soins. Quel souvenir vous en avez de ce moment unique? J'ai vu donc la naissance de Benjamin qui s'est plutôt... Voilà, il était vigoureux, il a pleuré tout de suite. Donc voilà, en tant que papa, on se dit bon, il y a les signes classiques. Voilà. Adèle, c'était plus compliqué, c'était plus long. Il est né combien de temps après, Adèle? 6 minutes après. Alors, les obstétriciens nous avaient prévenu que le second serait peut-être un peu plus sonné parce pour les jumeaux, on va chercher le deuxième bébé dans le ventre. Vous avez tout suivi, vous? Qu'est-ce qui s'est passé? On les a tout de suite mis en réa? Tout de suite, ouais. Donc, un petit bisou avec maman. Les deux, tout de suite en couveuse. Ils les ont amenés pour les préparer. C'était impressionnant, en tout cas. Marie, est-ce que vous aussi, comme Anne, vous vous êtes culpabilisée? Alors oui, la culpabilité, elle a été immédiate. Enfin, on s'en veut parce qu'on se dit on n'a pas réussi à les protéger. Et puis après, on s'en veut. Moi, tout au long de leur combat, je m'en voulais d'un peu tout. Tout ce qui leur arrivait, je m'en voulais. Sur cette notion de culpabilité, Louise? La culpabilité va toujours chercher, comme dit Marie, des explications. Et parfois, les parents se construisent des théories explicatives très alambiquées, qui ne sont pas rationnelles. C'est la coupe de champagne que j'ai bu, j'ai pas suffisamment nettoyé mon frigo, j'aurais pas dû danser la valse. Des choses qui n'ont aucune conséquence et qui pourtant sont relues à la lumière de l'événement traumatique d'aujourd'hui et qui constituent ces récits explicatifs qui sont réellement une torture pour les parents. Donc ils ont du mal à les partager aux équipes de soins et pourtant c'est très important qu'ils puissent le faire parce qu'ils font horriblement souffrir. C'est vrai qu'après la naissance de Benjamin et Adèle, donc moi j'ai dû attendre 4-5 heures avant de pouvoir aller les voir, le temps effectivement de pouvoir tenir debout, que les effets de la péridurale cessent. Et pendant ce laps de temps, moi n'arrêtais pas de faire des allers-retours entre nos garçons et moi, me donner de bonnes nouvelles d'eux et j'étais persuadée qui me mentait et qu'on essayait de me cacher la vérité parce que tant que je ne les avais pas vus, en fait, je ne pouvais pas croire qu'ils étaient en bonne santé et que le pronostic était plutôt bon. J'avais besoin de voir, d'être à leur côté pour y croire. Alors justement, 4-5 heures après leur naissance, vous allez découvrir ce service de réanimation et ça doit être un sacré choc. Alors j'avais beau m'y être préparée.
J'ai été choquée en fait en rentrant en service de réanimation. On plonge dans un monde un peu de pénombre. On a l'impression d'entrer dans un sas entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'on est dans un service de réanimation. Il y a plein de lits de bébés et pourtant on n'entend aucun bruit humain. Enfin, on n'entend aucun pleur de bébé. On n'entend que des bruits de monitoring, donc de bip dans tous les sens. On voit des grosses machines reliées à des tout petits lits recouverts de tissus pour protéger les bébés de la lumière. Donc là, je rentre, moi, je suis perdue et je me crois un peu comme dans un film de science-fiction. Donc effectivement, c'est un peu comme si je sortais de moi-même. Ou enfin, je sais plus si on est dans la réalité, je sais plus quel jour on est, je sais plus. Même mon prénom, je crois qu'à ce moment-là, j'aurais pu l'oublier. Et là, je me souviens, on passe par donc le poste des infirmiers. Donc moi, de prendre des nouvelles des garçons. Et puis moi, j'ai besoin d'aller vers mes garçons. Et là, je vois leur prénom sur la porte vitrée. Et là, je commence à merci. Oui, je suis maman, ils sont bien là. Donc je me dis, ça y est, leur naissance devient concrète. Et là, je pousse la porte. Alors j'ai un choc inversé d'angoisse en voyant 3 lits, puisqu'ils étaient dans une chambre partagée. Les 3 recouverts d'un tissu, et je me rends compte que je ne sais pas reconnaître où sont mes garçons, que je ne comprends pas pourquoi ces boîtes me font penser presque à des cercueils. Enfin, donc là, l'infirmière arrive, Mouad arrive, et m'explique, et puis tout de suite, l'infirmière enlève les tissus des couveuses, me dit que je peux m'approcher d'eux, et donc là, le besoin d'aller leur parler, d'ouvrir les hublots. Parce que tout ça, c'est dans des couveuses, donc vous avez le droit de quoi? Est-ce que vous avez le droit à un contact avec eux? Alors, au tout départ, donc le contact, il fallait éviter les caresses parce que leur peau était encore trop immature, donc on avait le droit de les toucher par pression, mais des pressions très douces. Mais par le hublot, rentre voilà, le bras à travers dans un hublot. Oui, nous on appelait ça des hublots. Hein. C'est des petites fenêtres rondes, on ouvre et donc on touche le bébé. C'est aussi également, moi je me souviens quand j'ai ouvert le hublot, j'ai entendu donc notre aîné Benjamin, j'ai entendu qu'il faisait des petits pleurs, j'ai entendu qu'il faisait du bruit. Et je me souviens que je dis comme un vrai bébé. Enfin, c'est-à-dire que pendant toute leur hospitalisation, on les comparait à comme un vrai bébé parce que pour nous, ils étaient pas encore vraiment nés. Enfin, Benjamin était sur le ventre, Adèle sur le dos. Donc Benjamin, il avait un masque respiratoire, un masque pour être traité de la jaunisse. Il était sur le dos. Donc tout ce que j'ai vu, c'était un petit bout de joue. Mais ce bout de joue, ça m'a suffi. C'est-à-dire que je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé à la fois frêle et fragile et en même temps beau. Son frère Adèle, lui, était dans une autre, était allongé sur le dos. Donc la vue d'Adèle a été beaucoup plus impressionnante parce qu'on a vu du coup on voyait toutes les électrodes, tous les fils, les cathéters qui sortaient du nombril. Donc c'était beaucoup plus impressionnant. Il avait les marques de bleu vu qu'il avait été sorti du ventre avec manuellement. Donc il était encore plus impressionnant, mais j'ai tout de suite eu besoin de sentir l'odeur. Alors en fait, c'était l'odeur de la lessive, des langes qu'il y avait dans le berceau que j'ai senti, mais pour moi, ça a été leur odeur. Pendant toute leur hospitalisation, l'odeur de la lessive, c'était la leur. Et j'ai eu la chance qu'ils soient dans un tel état de santé positif que j'ai eu le droit de leur faire un petit câlin de 3 minutes chacun. Louis? Alors moi, je suis très sensible au récit que font Mouad et Marie. On voit Mouad devenir le messager entre les bébés et la maman. Et c'est vraiment la fonction du papa. Effectivement, la maman ne peut pas se déplacer, les bébés sont hospitalisés ailleurs, donc le papa fait des allées-venues. C'est absolument précieux pour tout le monde, pour les bébés qui se sentent entourés par cette présence qu'ils connaissent, parce que les bébés connaissent la voix de papa, connaissent le rythme de papa, les émotions de papa, et en même temps, ce papa va donner quelques nouvelles à la maman et, en quelque sorte, évite qu'il y ait cette séparation. Mais Marie ne l'a pas tout à fait cru. C'est que l'heure était grave quand même. Dans votre cas, il y a eu comme ça le papa qui jouait ce rôle de messager, puisque vous ne l'avez pas vu. Vous nous disiez tout à l'heure que vous ne l'avez pas vu pendant 2 jours. Ça paraît énorme. Hein. Ouais. Oui, lui, du coup, heureusement, a pu l'accompagner donc au service de réanimation. Donc, il m'a préparé petit à petit, vraiment psychologiquement et gentiment. Et du coup, quand il m'a accompagnée, je me souviens, il poussait le fauteuil et il me disait là tu vois, parce que vous étiez en fauteuil roulant. Voilà, je pouvais pas être debout et je le entends derrière moi en train de me dire là il y a le bureau des infirmières, là tu vois il y a une rangée de couveuses, là il y en a encore une autre et puis Alexia elle est tout au fond là-bas
Et effectivement, je suis arrivée comme Marie face à cette couveuse avec une petite couverture dessus. On était en fin d'après-midi au mois de janvier, donc il faisait déjà très sombre dehors. Donc quelques lumières dans la salle et complètement médicalisée. Oh, ma chérie, ses yeux. Oh, mon amour. Et puis là, on commence du coup l'aventure. Alors, à quoi elle ressemblait cette petite fille de 650 grammes? Moi, je me l'étais idéalisée. Avant mon accouchement, il m'avait fait une dernière échographie où on me l'avait annoncé à 730 grammes. Très honnêtement, je m'étais imaginé un petit poupon, mais tout petit. Et quand... Combien de centimètres? Elle faisait 32 centimètres. Et quand ils ont soulevé la couverture, effectivement, où du coup mes yeux se sont rivés sur elle, bah, ça a été le choc. Parce que j'avais pas du tout un poupon en face de moi. J'avais. Alors, c'est mon terme à moi, après. Mais pour moi, j'avais une petite caille sous les yeux, vraiment. Elle n'avait pas de graisse sous la peau, comme nous on a, donc on voyait tous ses muscles. Elle avait les yeux globuleux, en plus elle avait un petit bonnet qui tenait le masque à oxygène sur elle. Elle avait une petite couche qui était 10 fois trop grande pour elle et pourtant elles sont comme ça. Et des fils de partout, des tuyaux dans tous les sens. Et elle était tellement médicalisée que j'arrivais pas du tout à reconnaître un bébé, réellement. Mais bon, c'était ma fille et du coup l'émotion était là. Et je l'avais mise au monde et j'étais super fière d'elle quand même. Louise? Je suis très sensible à ce que dit Anne, mais je suis surtout sensible à ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle nous parle de ses angoisses de mort pour sa fille. Mais c'est comme si on oubliait, n'est-ce pas, elle était entre la vie et la mort. Elle a passé 5 jours entre la vie et la mort. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu aller voir sa fille. Je l'ai occulté. Moi, j'ai occulté complètement, effectivement, le fait que j'étais en danger. J'ai pensé uniquement à mon enfant. C'est être maman, s'oublier. Alors, Marie, vous les revoyez le lendemain, vos enfants, et là, vous avez une bonne surprise en arrivant. Oui, alors donc le lendemain, j'arrive. C'était la première visite que je faisais seule, sans Mouad. J'avais un peu peur d'y aller seule, en néonate, sans lui, au cas où on m'annoncerait une mauvaise nouvelle. Mais j'avais tellement besoin de les voir que j'y vais. Et là, je rentre dans la salle et je les vois sans masque respiratoire. Et là, le soulagement, et je m'effondre en larmes, alors cette fois-ci de joie, et je leur dis « je vous aime mes bébés ». C'est-à-dire que j'arrive à lâcher tout l'amour que j'avais pour eux. Ce que vous n'aviez pas pu faire la veille. J'avais pas réussi à leur dire au cas où il se passerait quelque chose. Et là, j'arrive à lâcher. Je me dis c'est bon, il respire, on a fait le plus dur. Comment vous l'analysez, ça? Alors, c'est le récit que font Anne et Marie. À cet instant-là, elles rencontrent ces bébés. Et sont tiraillés entre 2 tendances. D'une part, l'étrangeté et l'effroi de rencontrer ces bébés dans un milieu très étrange et des bébés inquiétants. Et d'autre part, tout leur amour de maman qui se précipite sur ce bébé. On voit, chacune d'elles nous a montré qu'elles ont fait feu de tout bois. La joue de Benjamin, alors qu'il était tout couvert. Donc Marie est allée chercher la petite joue qu'elle a pu entretoucher. Et c'est avec cela qu'elle a tissé son lien maternel. Anne, c'est pareil. Anne, on va voir qu'il vous a fallu attendre combien de temps avant de toucher votre bébé, ne serait-ce que le toucher. Alors, je pouvais mettre les mains dans la couveuse quand même. En lui faisant des petites pressions comme ça? Alors, nous, on ne nous conseillait pas les pressions. On nous avait conseillé de mettre nos mains à ses extrémités pour lui rappeler, en fait, son état dans le placenta. Et du coup, je restais des heures comme ça et je lui parlais. Et effectivement, il ne fallait pas la stimuler puisqu'elle n'était pas censée être stimulée. Et malgré tout, c'est des bébés qui le sont dans le cadre du médical. Ils sont obligés de les manipuler pour les changer de position, les rebrancher, les soigner. Donc, ils sont déjà bien assez stimulés. Donc, nous, on mettait nos mains à ses extrémités et on restait comme ça des heures. Donc là, je pouvais la toucher. Après, par contre, l'embrasser, effectivement, c'est arrivé plus loin. Au bout de combien de temps? Ça faisait déjà bien un mois qu'elle était là, où un jour, j'ai eu la bonne surprise.
La puéricultrice, gentiment, a ouvert la couveuse, a mis la température à fond dedans et elle a tiré le plateau et elle m'a dit « Vous pouvez embrasser votre fille ». Ça a duré que quelques secondes, hein, vraiment très rapide parce qu'il fallait surtout pas faire rentrer trop d'air dans la couveuse et puis elle était très fragile. Mais pour moi, ça a été magique. Elle était encore sous un masque respiratoire? Oui. Elle était encore intubée même. Là, elle a été intubée parce qu'on avait passé une autre étape dans son développement où elle est passée par une étape très difficile. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? Elle a fait une hémorragie pulmonaire. Ses poumons se sont fatigués et se sont mis à saigner, et très abondamment. Donc, il y a eu une très grosse urgence, le code rouge en réanimation, où même nous, parents, on n'a pas pu rentrer. Sur le coup, on nous a fait patienter sans nous dire que c'était notre bébé qui était concerné. Et au bout d'un certain moment, on a commencé à s'impatienter et à se poser des questions parce que vraiment, ça devenait très long, on ne pouvait pas rentrer. Et une infirmière est venue nous annoncer effectivement qu'Alexia avait eu un très gros problème. Et là, ça a été la descente aux enfers. 14 jours après sa naissance, on nous annonçait que son pronostic vital était engagé. Et là, il fallait juste attendre et voir si elle allait se battre, si ça allait suffire ou pas. Là, le monde s'écroule, plus rien n'existe, on se met sur pause en fait, vraiment. Il y a eu des moments comme ça où vous avez eu très peur aussi? Alors non, Pas à ce point-là. les garçons, ça a été vraiment les premières heures qui ont été décisives pour les garçons. Ensuite, ça a été un combat, on va dire, classique de bébés qui se retrouvent en service de réanimation ou de soins intensifs, c'est-à-dire avec le quotidien. Les bradycardies, donc c'est les chutes de rythme cardiaque, les désaturations en oxygène. Enfin, vous dites ça comme ça, mais une chute de rythme cardiaque, ça peut quand même... ça peut y avoir un pronostic un peu compliqué quand même. Ça déboussole, mais c'est ça qui est très contradictoire, c'est-à-dire que très vite on s'habitue à entendre « Benjamin aujourd'hui a fait 25 bradycardies, c'est de mieux en mieux ». Il en a fait 20, il en a fait 18. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de leur avancée dans le temps, leur progression, on entend le nombre de bradycardies qui diminue. Donc en fait, on se raccroche à ces chiffres. On se raccroche à la courbe de température qui se stabilise, à la courbe d'oxygène qui se stabilise. Et au fur et à mesure, on leur enlève des fils. Et moi, c'est plus ou moins vers la fin de leur hospitalisation où j'ai réussi à accepter ce par quoi ils étaient passés. Il y a un sentiment peut-être un peu hybride, puisqu'on est à la fois parents, peut-être tu as le même sentiment, Anne, mais aussi quelque part soignant, j'ose pas dire médecin, mais on devient, enfin voilà, à la fin, on comprend ce que c'est une échographie transfontanellaire ou une dessate en oxygène, voilà, ça nous parle. C'est peut-être important aussi d'endosser ce rôle de soignant pour faire face. Alors, je crois que ce que on entend aujourd'hui est très vrai et nous laisse comprendre comment on lutte contre cette réalité. La vie a hésité pour ces 3 bébés. Et quand la vie hésite et qu'on est parent, on est soumis à des contradictions permanentes, à des tiraillements permanents. Donc on voit les sentiments maternels, la tendresse maternelle et paternelle se déployer, mais elle est entravée. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de ce bébé et on se défend comme on peut. Et Marie, par exemple, nous dit qu'elle s'est mise à distance. Cette mise à distance est salutaire et nécessaire, mais très culpabilisante. Et on entend aussi que cette étrangeté, parfois, peut faire que le bébé fait peur. Et après, les mamans s'en veulent beaucoup d'avoir eu peur du bébé. Et parfois, la peur est tellement grande qu'on se met à souhaiter même parfois que ce bébé ne survive pas. Et dans ces situations-là, c'est vraiment terrible. Je sais que c'est très dur ce que je suis en train de dire, mais je sais que beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder ont peut-être eu ces sentiments-là. Il est très important que ces personnes-là puissent penser que c'est absolument naturel, c'est humain. Ce qui ne signifie pas qu'ils soient des mauvais parents. Ce qui signifie qu'ils étaient vraiment très éprouvés. Puis on voit quand même qu'on lutte contre l'étrangeté de ce milieu et on se l'approprie, c'est-à-dire qu'on devient moins passif. Et à partir du moment où on peut devenir acteur de ce qui est en train de se passer, on est sauvé. Alors comment s'organise? Vos enfants ont passé 5 semaines en réanimation, vous, 3 mois et demi.
3 mois et demi. Comment on s'organise? Il doit y avoir des rituels. Comment ça se passe? Oui, il n'y a pas un jour où on n'est pas allé les voir. Donc au début, Mouad était en congé, notre fille était également en vacances, c'était les vacances scolaires. Donc les premières semaines, on s'organisait, le matin on s'occupait de notre fille et l'après-midi, mes parents venaient garder notre fille pour que nous, on puisse passer l'après-midi jusqu'au début de soirée auprès d'eux. Et puis ensuite, nous, on rentrait pour se reposer, aussi pour que notre fille sente la présence de ses parents à la maison, pour pas qu'elle soit non plus trop bouleversée par cette double naissance, par ses 2 petits frères qui n'étaient pas à la maison. Jamais vous ne l'avez emmené avec vous? Alors si, on a eu la chance, et là on remercie les équipes médicales, d'avoir une autorisation au bout de 2 jours qu'elle puisse rencontrer ses frères. En fait, notre fille, à l'annonce de la naissance de ses 2 petits frères, elle a été vexée. Enfin, moi, j'avais vraiment le sentiment qu'elle a été vexée de ne pas pouvoir les voir. Pourquoi elle, grande sœur, on ne l'autorisait pas? Et donc, on a réussi à avoir cette autorisation. Et elle y allait. Donc, on lui avait expliqué avec des mots très simples que ses petits frères étaient sortis du ventre un peu trop tôt. Donc, ils avaient besoin des docteurs pour les aider à manger, à grandir, à grossir, avant de rentrer à la maison. Donc, elle allait les voir sans inquiétude. Elle n'a pas été choquée? Elle a vu des machines, mais les moniteurs, elle ne savait pas lire les chiffres, elle ne savait pas à quoi ça correspondait. On lui expliquait que c'était pour les surveiller qu'ils allaient bien. Donc elle les a vus, elle a pu leur chanter à travers les hublots de la couveuse et elle a été contente. Est-ce que vous aviez des rituels? Est-ce qu'il y a des moyens de faire en sorte que vos enfants vous sentent encore plus? Oui, alors il y a... alors on ramenait... Enfin moi je ramenais tous les jours des langes avec mon odeur ou des t-shirts que je mettais la nuit. Donc comme ils étaient 2, en général je ramenais un t-shirt plus un lange et j'alternais chacun. On vous l'avait conseillé ça? Vous avez conseillé de faire ça? Oui, les infirmières nous avaient conseillé de ramener des affaires avec mon odeur pour qu'ils se sentent rassurés dans leur couveuse, pour qu'ils aient une odeur qui leur soit familière. Donc ça faisait partie de nos rituels. Après, il y a tout ce qui est le protocole d'hygiène qu'on connaît très rapidement. Enfin, au bout de quelques heures, moi, je le connaissais par cœur. Le lavage, le fait de passer par les vestiaires, d'enlever ses vêtements, de remonter les affaires jusqu'en haut des coudes, de se laver les mains soigneusement, de mettre la blouse, puis de ne plus rien toucher une fois qu'on a les mains propres, et ensuite de se mettre la lotion à chaque fois qu'on touche un objet. Ça devient très très rapidement un réflexe, un quotidien. Et c'est vrai que moi je me souviens quand je rentrais à la maison le soir, j'avais le réflexe de me laver les mains jusqu'au coude. Et je me disais mais non, je suis à la maison. Et c'est un geste que j'ai mis quelques jours à perdre après leur sortie de l'hôpital. C'est-à-dire que je continuais à me laver jusqu'au-dessus des coudes, à me frictionner les doigts, etc. Il y avait des câlins quand même avec vos bébés, des moments charnels? Alors, on a été autorisés au pot à pot au bout de 7 jours. Donc l'infirmière glissait un bébé nu contre ma peau, puis l'infirmière glissait également le 2e bébé sur moi. Mais avec tous les tuyaux? Alors avec tous les fils, voilà, donc en faisant très attention. On le sortait quand même de la couveuse? Voilà, on le sortait de la couveuse et on a eu le droit de le faire à partir du moment où ils ont eu un cathéter intraveineux, donc dans le bras. Durant tout le temps où c'était dans le nombril, on ne pouvait pas parce que c'était trop fragile, on risquait de faire tomber les fils. Une fois qu'ils l'ont eu au niveau des bras, on a eu le droit de les prendre en pot à pot. Et là, on partait pour des longues séances parce que comme on sort le bébé de sa couveuse, on le perturbe d'environnement. Il faut le temps qu'il régule sa température, qu'il régule son rythme cardiaque. Donc, c'était des câlins de minimum 1 heure, ce qui nous allait tout à fait. C'est-à-dire que cette contrainte... Ouais. Et alors, est-ce que justement vous avez senti que le fait d'être présent, que les pulsations changeaient à votre contact? Est-ce qu'on le mesure, ça? Alors moi j'ai senti, c'est vraiment dans le ressenti, le fait qu'ils étaient bien sur moi, que c'était un endroit où ils étaient rassurés. Se relâche. Ouais. Alors là c'est vraiment du ressenti. Mais ça paraît logique. Mais... Bien sûr, bien sûr. Le bébé doit retrouver l'odeur, ouais. la voix, le style, le rythme, les émotions. Ce sont des choses connues. Donc ils retrouvent leurs parents. Et on sait que ces choses-là sont extrêmement positives pour le bébé et pour la construction du lien entre le bébé et les parents. Alors Anne, il a fallu que vous attendiez 2 mois avant justement de pouvoir avoir ce pot à pot. C'est ça. 2 mois. 2 mois, oui. C'est très long. Il fallait qu'on attende qu'elle se stabilise au niveau respiratoire. Entre-temps, on avait changé de service.
Mais avec ça, c'était une petite chipie. À chaque changement de service, elle faisait une bêtise. Donc, du coup, on n'a pas pu le faire tout de suite puisqu'elle avait attrapé une infection. Donc, elle a été mise sous antibiotiques, donc refragilisée. Donc, tant qu'elle n'était pas stable, ils ne pouvaient pas la sortir de la couveuse et me faire le pot à pot. Donc, on a attendu patiemment. Mais c'est arrivé quand même un jour. Alors racontez-nous ce moment qui a Ben, dû être pour vous. Pour moi, j'ai eu l'impression d'accoucher une seconde fois, vraiment. Enfin, je la sentais. Et enfin, elle me sentait. Et alors, ça n'a pas duré autant de temps que Marie, parce que moi, elle était encore beaucoup sous assistance respiratoire. Et on ne pouvait pas la laisser trop longtemps dehors, mais ils me l'ont laissé une grosse demi-heure. Ça a suffi. Honnêtement, ça a suffi. Ça a suffi pourquoi? Pour créer ce lien qu'on n'avait pas encore pu créer toutes les deux, qu'elle sente que sa maman était bel et bien là, même si elle me sentait et elle m'entendait tous les jours. Et c'est vrai que donc on avait toujours l'œil sur le scope qui nous donnait ses tendances. Et effectivement, toute la demi-heure où elle a été contre moi, eh ben, c'était parfait. Elle a ni désaturé, ni fait de ralentissement cardiaque. Elle était bien. Je sentais qu'elle était bien, vraiment. Qu'est-ce qui se Magique. passe quand elle retourne dans la couveuse, quand il retourne dans la couveuse ou quand vous repartez chez vous le soir et que vous les laissez là? C'est des moments... On culpabilise. Il vous est arrivé de rêver de les kidnapper? Alors oui, ça c'est vers la fin de leur hospitalisation. 5 semaines, moi ça m'a paru durer une éternité. Et à la fin, j'en avais marre de faire ces allers-retours entre l'hôpital et chez moi. Je me dis, je suis une jeune maman, ils devraient être avec moi. J'en pouvais plus, je voulais les avoir avec moi. Et je rêvais de ça, de les emporter sous mon manteau discrètement et de les ramener à la maison. Il paraît que vous êtes excusée un jour auprès d'eux. Un jour, oui. Alors ça, c'est... voilà, il y a un matin, c'est sorti. J'étais en câlin double. Donc ça, c'est à partir du moment où ils sont passés en soins intensifs, où ils ont quitté la réanimation. Alors ça, c'est... Alors que c'est un câlin double. Alors c'est les 2 bébés en même temps sur moi. C'est génial parce que tout est décuplé parce que déjà je les sentais l'un contre l'autre, donc je savais qu'ils avaient le contact entre frères et en plus ce contact avec la maman. Et donc un matin on était en câlin double et puis c'est un matin où j'ai craqué pendant le câlin. Adèle a fait deux bradycardies à la suite, donc deux chutes de rythme cardiaque. Ils ont tous les deux fait des désaturations en oxygène. Enfin c'était ce câlin-là, il était dur et voilà, et c'est sorti, la culpabilité, j'ai craqué, je me suis excusée, j'ai fondu en larmes, je leur ai tout dit, j'aurais dit je suis désolée de vous faire subir ça les garçons, je suis désolée. J'étais désolée de tout ce jour-là, j'étais agacée, j'étais en colère qu'ils aient à subir autant de soins, qu'ils soient sans arrêt dérangés par les équipes médicales, qu'ils puissent pas être avec moi, que voilà, tout est sorti. Puis ça m'a fait du bien, ça m'a fait énormément de bien. L'infirmière après est rentrée dans la chambre, elle a vu à ma tête que j'avais craqué. Je pense qu'elle a été habituée à avoir des mamans qui craquent et des papas aussi qui craquent. Et Est-ce que moi d'à craquer aussi? Ça vous arrivait? jamais devant moi. Tout seul. Ouais. Oui, bien sûr. Comme voilà, j'ai autant de liens et d'affection que la maman. Donc oui, ça m'est arrivé. Et bon, j'ai peut-être moins ce sentiment de culpabilité, mais plus voilà peut faillir aussi au rôle un peu de protecteur, de papa, de se dire bon, normalement vous devriez être dans des conditions meilleures, etc. Et vous? Oui, moi je me suis excusée du début jusqu'à la fin. C'était classique. Les au revoir le soir duraient une éternité parce que j'arrivais pas à partir. Mais je me disais, il faut que je rentre quand même, c'est tard. Et chez vous, la chambre en attente, ça doit être terrible. Alors c'est vrai que pendant la première partie de son hospitalisation, quasiment toute, elle était à Lyon. Donc nous on habitait à 60 km et la semaine on était hébergés chez mes parents, qui étaient beaucoup plus proches, qui étaient à une quinzaine de kilomètres de l'hôpital. Donc on rentrait chez nous que le week-end. Et c'était terrible de passer devant sa chambre et de la voir vide. Ça a été terrible. Donc quelque part, c'était pas plus mal que la semaine je n'y sois pas. Mais ça a été très difficile de rentrer sans elle, de préparer la chambre sans elle, puisque nous, elle n'était pas encore prête. Même le prénom, il a fallu le décider très rapidement. On n'avait pas encore acté le prénom. Ça a été tout un tas de choses qui se sont faites trop rapidement.
Un commentaire peut-être de Louise. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents qui vivent ces périodes-là difficiles, hein? Quand on écoute ces parents-là, ils ont l'impression qu'ils sont les premiers et les seuls parents au monde à vivre une telle expérience. Ils n'osent pas beaucoup se confier, surtout confier les choses difficiles. Donc il est extrêmement important qu'ils se sentent autorisés à pouvoir partager toutes ces choses-là avec l'équipe. Et surtout quand on considère que ces choses-là sont des choses qui ne sont pas tout à fait convenables, ou sont des choses un peu culpabilisantes ou irrationnelles. Je crois qu'il est extrêmement important que nous puissions nous dire que quand on est devant un tel défi dans la vie, bien sûr, l'imaginaire envahit la pensée rationnelle. Donc il est extrêmement important que les parents se sentent autorisés à partager tout cela. Ils ne sont pas les seuls. Alors ce fameux retour à la maison avec votre bébé que vous aviez tant espéré, c'est arrivé ce moment-là au bout de 3 mois et demi. À l'hôpital, quand ils nous ont annoncé le jour de rentrer à la maison, ils l'avaient quand même déscopé, hein, c'est ce qu'ils disent. Du coup, on les débranche et on les laisse comme un bébé classique en maternité dans son berceau. Donc, on a passé 2 jours comme ça. Donc, ça nous a permis de la surveiller et de voir ses réactions pour arriver à déceler s'il y avait un problème respiratoire ou quelque chose. Donc c'est vrai que quand on est arrivé à la maison, déjà on a mis beaucoup de temps, pourtant on n'était pas très très loin, mais pour rentrer à la maison en voiture, ça a été... Pourquoi? La peur. Mon mari, en conduisant, il avait tellement peur, alors il s'arrêtait, il se retournait, il regardait si elle était bien, si elle avait le couffin n'avait pas bougé. Ça a été un peu chaotique. Ouais. Mais après, l'arrivée à la maison, oui, il faut... apprendre à vivre après avec son enfant sans le côté médical. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que... On n'est pas tenté d'appeler toutes les 2 minutes? Oui et non. Alors, je l'ai fait, hein, je vais pas vous mentir. Il y a eu un soir, effectivement, où elle se réveillait pas pour manger. Ça devait être l'heure et elle ne se réveillait pas. Mais en fin de compte, elle dormait très bien. Mais je me suis pris une angoisse, effectivement, où j'ai été obligée d'appeler. Mais après, on a essayé, nous, de dédramatiser la situation. On avait vraiment envie de vivre. Une fois entrée à la maison, on avait envie de laisser tout ça derrière nous et de se dire qu'enfin, tout était normal. Alors, est-ce que ça va jusqu'à essayer de l'élever normalement? Tout à fait. Alexia, on l'a toujours considérée comme une enfant née normalement et pas comme une enfant fragile. On n'a pas voulu la surprotéger. On a fait très attention à elle, bien sûr, les premiers mois. Elle avait un gros suivi médical, hein, bien entendu. Mais elle dormait où? Dans sa chambre. Effectivement. Alors, effectivement. C'est clair. Hein. Ouais. La première nuit, j'ai souhaité la garder effectivement avec nous. Sauf que déjà, un bébé, ça fait beaucoup de bruit. Mais je ne sais pas, docteur, si vous allez me rejoindre. Mais alors, un prématuré, ça fait encore plus de bruit. Ah bon? Pourquoi? Ça a un problème respiratoire? Non, je sais pas. Ça a plein de petites mimiques, plein de petits bruitages avec la bouche, la gorge, je sais pas. Et au final, moi, elle a très bien dormi. Elle s'était réveillée juste pour manger. Mais moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Donc, la seule chose qu'on a fait vraiment pour elle, c'est on avait trouvé, ça s'appelle un Kukuna Baby. Et elle était tellement petite, parce que quand ils nous l'ont rendue, elle faisait que 2,2 kg. Donc elle était encore quand même pas bien épaisse et dans son lit elle était perdue. Donc on avait acheté un Kukuna Baby. C'est quoi un Kukuna Baby? C'est un gros matelas que vous mettez dans le lit du bébé. Et qui l'enrobe. Mais qui l'enrobe et puis il y avait une petite ceinture pour la tenir. Donc je mettais sa gigoteuse par-dessus et dès le lendemain elle a fait toutes ses nuits dans sa chambre toute seule comme une grande. Et alors vous, le retour à la maison, ça a dû être quelque chose aussi. Alors donc au bout de 5 semaines et demie, là il y en a 2 quand même. Donc déjà il y a... le fait d'avoir des jumeaux et de devoir gérer le quotidien avec des jumeaux quand on n'est pas habitué, c'est pas rien. Et voilà, la sensation, moi je me souviens quand on a franchi la porte de l'hôpital, la sortie, c'était un jour en plus il y avait un grand soleil et là j'ai eu l'impression d'une deuxième naissance. Sans appréhension? Alors, quand je suis sortie, aucune appréhension. Et en fait, au bout de quelques heures à la maison, c'est là où ça a commencé. En fait, on a eu des difficultés pour donner les premiers biberons, parce que les tétines du commerce n'étaient pas adaptées. Enfin, elles étaient trop grosses, ils n'arrivaient pas à les téter. C'était un dimanche, donc Mouad a fait le tour de toutes les pharmacies de garde. On les perforait au couteau. Enfin,
Ça paraît anodin, mais pour nous, s'ils rataient un biberon, ils allaient perdre du poids et retourner en soins intensifs, parce qu'effectivement, ils sont sortis, ils étaient à un peu plus de 2 kilos, qui est le poids minimum requis pour avoir une autorisation de sortie, en plus de d'autres paramètres. Donc voilà, moi, je voulais pas qu'ils reperdent. Alors tous les jours, on reperçait les tétines, on s'agaçait là-dessus, etc. Non, toi tu fais mal, de toi tu fais pas bien, etc. À propos de Mais tétine, est-ce que vous avez donné votre lait? Oui, alors pour les prématurés, c'est le lait maternel qui est recommandé. Donc les premières heures, eux, étaient nourris uniquement par perfusion. Ensuite, ils ont eu du lait maternel d'une autre maman qui leur a été administré donc, par sonde gastrique, en attendant que moi, je tire mon lait et que j'apporte le mien. Vous aussi? Exactement pareil. Ouais. Effectivement, tous les prématurés ont du lait maternel. D'accord. Et donc, quand j'ai pu commencer à tirer mon lait, effectivement, je tirais, on le congelait, je l'emmenais au lactarium de l'hôpital et après, il était analysé et redistribué, du coup, à l'enfant. Donc ça, c'est très important et moi, ça me tenait vraiment à cœur parce que finalement, c'était la seule chose très concrète que je pouvais faire pour elle. Donc c'était super important. Donc j'ai réussi à le faire pendant 10 semaines. Et voilà. Les séquelles, alors, comment vont ces enfants? Comment va Alexia? Alors Alexia va bien aujourd'hui, elle va bientôt avoir 7 ans. C'est une petite fille pleine de vie, très dégourdie. Après, effectivement, il y a quand même des petites choses. Elle a eu 2 hospitalisations pour des problèmes respiratoires à l'âge de 2 ans et demi. Et elle a eu quelques ennuis psychomoteurs. Alors c'est juste, en fait c'est un bébé qui, de par la couveuse, ça lui a créé ce qu'on appelle de l'hyperextension. C'est-à-dire qu'un bébé, ça se regroupe en position fétale. Nous, elle partait complètement en arrière. Mais vraiment, hein, c'était impressionnant. Donc on a fait beaucoup de kiné, tout bébé, pour l'aider à détendre les tensions de son corps, pour qu'elle apprenne à se regrouper. Et en grandissant, il s'avère que ça lui a causé quelques petits problèmes de coordination, jambes et le haut du corps. Et donc elle a fait de la psychomotricité. Donc ça l'a beaucoup aidée et aujourd'hui elle fait de la danse. Donc, voilà. Et intellectuellement? Alors intellectuellement, elle vient de rentrer en CP, donc là on est vraiment dans l'apprentissage et effectivement on est confronté à un trouble de l'attention. Elle a été diagnostiquée en septembre par une neuropsy. Elle s'en sort quand même super bien. Hein. Mais elle s'en sort bien. Dans le cas de vos enfants, est-ce qu'il y a des retards ou des problèmes de psychomotricité ou... Alors actuellement non, aucun retard n'a été décelé. Bon là ils ont 16 mois, ils marchent pas encore, mais ils font du 4 pattes, ils escaladent un peu partout. Donc au niveau moteur, voilà, on voit qu'ils sont dynamiques. Donc pour l'instant on est plutôt serein et puis là encore on fait confiance auprès des professionnels qui nous entourent en disant que si quelque chose est décelé, on verra ensemble pour agir. Qu'est-ce que ça vous a appris sur la vie? Qu'on est chanceux. Ouais. Qui naissent au terme auquel ils sont nés, qui naissent en France avec les équipements que l'on a, avec les connaissances que l'on a. Voilà, ça nous fait moi, ça me fait apprécier la vie différemment. Et puis, ça a développé en moi des sentiments un peu exacerbés, c'est-à-dire que dès que j'entends parler d'enfants malades, etc., ça réveille des choses au plus profond de moi. Et en même temps, un sentiment d'invincibilité dans le sens où je sais qu'ensemble, avec mon mari, ma fille, et puis avec tout l'entourage, on a réussi à traverser cette épreuve. Donc, je nous sens parée pour le cas où il y en aurait d'autres. Ça nous a ressoudés. Ouais. Ça renforce et on apprécie plus les moments présents, les choses toutes simples. Bonjour le matin, le sourire, un bisou avant de partir. Des choses toutes bêtes, mais qui nous font sentir plein de vie et heureux. Et vous? Oui, je les rejoins sur le sentiment où on relativise bien sûr sur des petits tracas de la vie de tous les jours où avant on allait se dire un peu râler. Là, c'est vrai que quand on passe par des étapes comme ça où on a la vie de notre enfant qui est suspendue, c'est sûr qu'on relativise bien plus, c'est certain. Vous aviez appris des choses par rapport à votre couple aussi? Nous, ça nous a beaucoup soudés, effectivement. On a beaucoup parlé. Après, on l'a vécu complètement différemment. Et aujourd'hui encore, on n'a pas le même ressenti. Moi, je l'ai digéré, ça va bientôt faire 7 ans. Je pense l'avoir digéré.
Mon mari, je suis pas sûre. C'est important ce que vous dites parce que souvent dans des épreuves comme ça, dans des épreuves soit de deuil, soit de grands traumatismes comme ça, il y a souvent des ressentis différents dans un couple. C'est un peu ce que dit Mouad aussi. Et le rôle du papa est d'être le soutien de la maman. Donc se permettre de avoir des fragilités et on nie. Parce que les papas sentent qu'en quelque sorte, ils défaillent à leur mission. En général, les papas craquent après la bataille. Une fois qu'il n'y a plus d'enjeu ni pour les bébés, ni pour la maman. Et je crois qu'on a parlé des séquelles, mais peut-être qu'on peut parler aussi des traces laissées par cette expérience. C'est très important, et ce d'autant que les bébés dont on parle aujourd'hui sont des bébés qui s'en sortent très bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les bébés. On sait aujourd'hui que les bébés qui ont connu la prématurité sont plus exigeants qu'un bébé qui n'a pas connu cette expérience. Ils ont dû se construire à l'extérieur du ventre de la maman. Ils ont été soumis à toute cette expérience d'hospitalisation qui a été si bien décrite aujourd'hui. Quand on est par plus exigeant, ça se traduit comment? C'est-à-dire que ce sont des bébés qui sont plus irritables, qui sont moins tolérants à la faim, à la soif, aux émotions. Et ce sont des bébés qui sont plus difficiles à consoler. Ce sont des bébés aussi qui émettent des signaux qui sont moins clairs que les bébés qui n'ont pas connu cette expérience. Donc objectivement, ce sont des bébés qui ont les mêmes besoins que tous les autres bébés, mais un surplus du fait de ces traces de ce vécu. Ce qui nécessite que les parents ont besoin d'avoir de la sensibilité et des compétences de tout parent, mais un tout petit peu plus quand même. Des enquêtes ont été faites, et ces enquêtes montrent, très étonnamment d'ailleurs, que l'issue des bébés ne dépend pas tout à fait de leur état à la sortie du ventre de la maman, mais dépend de la capacité du bébé et à ses parents à tisser des liens, et notamment à tisser des liens de sécurité. Donc on ne peut pas agir sur la biologie, on ne peut pas changer le passé, mais on a toute l'attitude pour réellement se débarrasser de la culpabilité, la peur, la crainte, avec de l'aide, bien souvent, et pouvoir croire dans ces enfants-là. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire? Qu'il faut que c'est une épreuve dans laquelle, quel que soit le niveau de prématurité, qui est marquante, parce que lorsqu'on s'apprête à donner la vie, on souhaite le meilleur pour son enfant, et que c'est un combat dans lequel il faut être entouré. Donc, entouré de ses proches, de sa famille, si on n'en a pas, s'entourer peut-être des professionnels dans les hôpitaux. Souvent, il y a des psychologues qui sont présents dans ces unités-là, s'entourer également des paroles des associations ou de d'autres parents qui ont connu la même situation. Ou lire votre livre. L'écriture a été, j'imagine, pour vous un moyen de... Oui. De vous libérer de... Alors c'est vrai qu'après le retour à la maison des garçons, j'ai eu le besoin d'écrire pour coucher noir sur blanc tout ce qui s'était passé pour ne pas oublier. Je voulais qu'ils connaissent leur histoire, je voulais moi me rappeler de chaque sentiment, de chaque jour. Et au fur et à mesure que j'ai écrit pour mes garçons, je me suis dit que finalement notre expérience pourrait servir d'autres parents. Que c'était un peu la lecture que moi j'avais cherchée lorsqu'ils étaient hospitalisés et que j'avais pas trouvé. Mes enfants, votre bataille, vous vous adressez à eux? Oui. C'est un journal. Vous n'avez pas eu envie d'écrire? Alors j'ai écrit, moi, un petit journal de bord, mais pour ma fille, mais intimement. Ça vous paraît important? Très, très important. Très, très important. Tout à fait. C'est vraiment une manière de mieux communiquer et de rendre les parents acteurs, vraiment, de l'hospitalisation. C'est très aidant. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne, vous, Anne? Alors, ce que j'aimerais dire aux parents qui vivent en ce moment ces situations par lesquelles on est passé, c'est surtout qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher des autres parents qu'ils croisent tous les jours à l'hôpital. Souvent, on a tendance à se mettre, de par mon vécu, vraiment, dans une bulle, et chaque parent est devant sa couveuse et personne n'ose se parler dans les services de néonates. Nous, quand on l'a vécu, on a été confrontés. Et aujourd'hui, on est resté en contact avec des parents qu'on a connus, 2 couples qui ont eu des enfants prématurés également. Et 7 ans après, on continue à se donner des nouvelles et à se voir. Et je trouve ça fantastique parce que nos enfants sont nés à quelques jours ou quelques semaines près, mais en tout cas, ils ont évolué ensemble là-bas. Et nous, on a pu partager sur place nos ressentis.
Et en fait, on était les seuls à le faire. Et ça m'a interpellée. Et je me suis dit, mais pourquoi chacun reste dans son petit monde alors que ce sont les seuls qui peuvent comprendre? Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous ces histoires qui seront très renseignantes, j'imagine, pour beaucoup de personnes qui nous regarderont et qui leur permettront peut-être justement de sortir de leur solitude et de leur isolement. Vous nous avez parlé de vos enfants, de grands prématurés dont la santé est quand même fragile, donc qui ont besoin d'une certaine qualité d'air. Et justement, on va s'intéresser avec notre équipe de dénicheurs à la pollution de l'air. Je vais saluer notre ami Louis. Merci de nous avoir éclairé de vos compétences. On va vous laisser repartir car vous avez du travail. Et puis on va accueillir nos dénicheurs qui aiment bien défendre de belles initiatives pour changer notre société et prendre soin de notre belle planète. On va les accueillir aujourd'hui. Céline, Luc et Charlotte vont nous rejoindre. Bonjour à tous les trois. Ça va les amis? Bonjour. Bonjour. Donc, on va parler de la pollution de l'air avec des initiatives ou des idées que vous avez trouvées qui sont intéressantes. Charlotte? Oui, alors moi je vais vous parler aujourd'hui. En fait, il y a quelques semaines, on a vécu un pic de pollution record. Et du coup, c'est vrai qu'on le ressent, hein, on a tous très mal à la gorge, on a les yeux qui piquent. Et en fait, il y a un objet qui est déjà utilisé dans les pays les plus pollués du monde, mais qui n'est pas très très beau, c'est un masque anti-pollution. Et donc moi, je vais vous parler d'une initiative qui a voulu donc récupérer l'efficacité du masque anti-pollution, mais en tout cas de l'accessoiriser pour que ce soit plus joli et en faire Quelque chose de plus esthétique. Voilà, et en faire un accessoire de mode. Alors Luc, toi tu as l'habitude de partir au bout du monde, en général rejoindre ta femme. La suivre surtout. Hein, la suivre. Eh oui. Oui, ouais. Mais là, cette fois-ci, tu as choisi de parler d'un couple qui justement a fui la pollution et la ville pour aller où? Alors pour fuir la pollution, pour consommer autrement, moi je vais vous présenter un couple de Parisiens qui a quitté la capitale il y a déjà 40 ans avec leurs enfants. Et ils se sont installés en Loire-Atlantique pour bâtir de leurs propres mains une maison. Alors à l'époque, on les prenait pour des doux utopistes. Aujourd'hui, on considère qu'ils sont exemplaires en matière de lutte contre la pollution et utilisation de nos énergies. Alors Céline, justement, toi tu te bats pour une belle planète, tu es une sorte de jardinière. Elle dit qu'elle est jardinière, en fait elle est bien plus que ça. Bah justement, là on se dit, on entend parler de pollution extérieure et on se dit chouette, on est à l'intérieur, tout va bien. Et bien pas du tout, la pollution intérieure, elle est en moyenne 6 fois supérieure à la pollution extérieure. Non. 6 fois 6 fois supérieure. supérieure. C'est une moyenne, pas pendant les pics bien sûr, très important, mais en moyenne c'est 6 fois supérieure. Pourquoi alors? C'est quel genre de pollution à l'intérieur? Alors à votre avis, justement, est-ce que vous pouvez imaginer les bombes aérosols, les exactement. trucs comme ça, Déjà les aérosols, la colle, Quelle colle? Ah ben la colle qu'on a par exemple pour coller le parquet, pour coller la moquette, pour coller après tout ce qu'on utilise au quotidien, la peinture. Les produits ménagers, ça je sais. Les produits ménagers, tous les produits qu'on utilise et qui sont de plus en plus agressifs et violents. Tous les tissus synthétiques, par exemple. Mais ce que vous ramenez du pressing, quand vous ramenez des vêtements du pressing, vous ramenez des polluants très très forts. Et en général, on laisse la housse avec les Ah oui, vêtements. ça protège, c'est beaucoup. Eh bien, pas du tout. Ah bon? Il faudrait enlever la housse, le plastique. Ah bon? Il faudrait enlever, aérer les vêtements avant de les ranger dans son armoire. D'accord. Par exemple. Mais il y a aussi le tabac. On n'en parle pas, mais le tabac, c'est un des gros polluants. Il y a aussi le fait que nos maisons sont de mieux en mieux isolées. Et que donc l'air ne circule plus. Ah ouais. Et certaines bougies parfumées? Toutes les bougies parfumées, tous les parfums, oui, quasiment. Quoi, les bougies parfumées? À partir du moment où il y a du parfum de synthèse, c'est polluant. Il faut prendre des bougies naturelles. Il faudrait prendre, et puis être sûr que ce sont des huiles essentielles qui sont à l'intérieur. D'accord. Et pas des huiles essentielles travaillées. Vous avez, après, l'aspirateur que vous utilisez, si vous ne le nettoyez pas, si vous ne nettoyez pas votre sac d'aspirateur, le filtre, exactement, puis le remplacer par un aspirateur qui filtre bien les polluants, ça c'est déjà beaucoup mieux. Les systèmes de ventilation, qu'on nettoie pas beaucoup ou pas souvent, la chaudière. On repart. Ah non, mais vu exactement ce que je voulais, j'aimerais vous aller dans des cabanes à 0 degré. Au moins, là, on est protégé de tout. Ensemble, se balader dans Ah une non, mais cabane. je sais que ça paraît Raconterai. complètement minant, je le sais. Le chauffage aussi. mais oui, voilà. Tous les Ah, chauffards. ah ouais.
Après, même des petites choses toutes bêtes, les meubles que vous achetez dans une grande marque scandinave pour monter la chambre des enfants. Ah oui. Et c'est ça, en bois compressé, l'aggloméré, tous ces bois-là qui sont remplis de colle, remplis de solvant. Donc quand on monte la chambre, c'est une catastrophe. Tu as quand même des solutions à nous proposer J'ai et des solutions assez géniales auxquelles on n'aurait pas pensé. Oui, alors Forcément. déjà, il y a toutes les solutions simples qu'utilisaient nos grands-mères, qui sont par exemple le vinaigre blanc pour faire le ménage. On utilise des produits naturels au maximum. Donc pour tout ce qui est calcaire, les vitres, le savon noir. Donc on essaye d'utiliser des produits très très simples. On aère, on ouvre ses fenêtres au moins 10 minutes par jour. Mais alors pardon, parce que quand on habite Paris ou une grande ville polluée, moi j'hésite à aérer parce que je me dis je vais faire rentrer la pollution encore plus. Alors, et ça, tu dis quoi? Il faut quand même aérer parce que Malgré ça, c'est encore plus pollué à l'intérieur, donc il faut aérer. Par contre, vous évitez, si vous habitez à côté d'un grand boulevard, il faut éviter d'aérer au moment où il y a tout le monde qui part au Ça veut travail. dire, tu te lèves à 4h du matin pour Il évite la fenêtre et Non, on en fait, il ferme. faudrait aérer par temps de pluie, parce que là, au moins, c'est pas Exactement. anticyclonique, donc l'air circule. Il y a ça, ou alors tôt le matin, tard le soir, ou bien pendant la nuit, mais on essaye d'ouvrir 10 minutes, même quand il fait froid et même quand on n'a vraiment pas envie. On lave sa literie, les acariens, tous ces polluants dont on parlait aussi, qui sont tous ces petits champignons et ces petites bêtes qui sont des allergènes puissants. Donc, on lave sa literie régulièrement. On change ses oreillers. On change ses régulièrement. oreillers. Et moi, tu sais ce que m'avait dit? Moi, j'ai un fils qui est asthmatique et qui était très allergique. La pédiatre m'avait dit, quand il fait soleil en tout cas, vous prenez le matelas et vous le collez au soleil, quoi. Parce qu'en fait, le soleil brûle tous ces acariens et fait beaucoup de bien, en tout cas, aux enfants qui sont... Alors, on a un peu de mal à Paris aussi, où on a envie de sortir avec son matelas, mais en effet, ça marche très très bien. Au soleil, comme ça. Ça marche. Oui, encore Ça ça marche marche très du bien. soleil. Ah oui, c'est un luxe, ça paraît. Et on a envie d'avoir une pendant le fenêtre grand assez grande pour sortir le matelas aussi. C'est ça. Et en même temps, à la campagne, on n'en a pas parlé, mais quand on ouvre les fenêtres, il y a aussi l'épandage des engrais. Enfin, on fait attention de ne pas ouvrir au moment où on traite tous les champs, les et les vignes à côté. Ça, c'est sûr. Donc, on a toutes ces petites solutions et on a maintenant des petits indicateurs. Donc, quand on prend des peintures, par exemple, on peut faire attention et bien suivre les instructions, éviter d'utiliser trop de produits, éviter les cosmétiques ou les produits trop agressifs. Et puis, surtout, on entend parler partout, et forcément, là, moi, ça m'intéresse doublement, des plantes dépolluantes. Donc, je vous ai rapporté une petite saucière, mais c'est pas pour la sauce, hein, c'est vraiment pour les plantes qu'il y a dedans. C'est parce que j'ai fait des boutures. Voilà, c'est ça. J'ai fait des boutures pour mes copains. Donc, vous avez là une plante que tout le monde connaît, c'est le lierre. Donc le lierre, c'est censé être une plante dépolluante très très forte, intérieure et extérieure. Et ça, on appelle ça la plante araignée. Tout le monde en a, on connaît ça très bien, c'est le chlorophytum. Chlorophytum. Et c'est des plantes qui font comme des petites araignées. Et on prend la petite araignée, on la plante dans la terre et ça repousse. Donc ça, c'est censé être une plante très fortement dépolluante. Vous avez la grande plante qu'on a là-bas, qui est le philodendron monstera, qui a des très larges feuilles et qui est censée être une plante très dépolluante. Alors pourquoi je dis censée? C'est parce qu'en fait, pour l'instant, c'est pas complètement prouvé, même si la NASA a fait des recherches, même si on a très envie de croire ça, et moi la première, de croire que la plante qu'on va mettre à la maison va dépolluer. Alors comment ça marche déjà? Quel est le principe chimique? Alors le principe chimique, c'est que la plante, forcément, elle va absorber, il y a des échanges qui sont gazeux avec la plante, donc par ses feuilles, elle va absorber tout ce qu'il y a dans l'air, donc les polluants et tout ce qui est volatile et les solvants volatiles, et elle va les filtrer, donc ils vont passer dans la feuille, passer dans la sève, passer dans les racines, et après la terre va en garder une grande partie et elle va rejeter donc du CO2. Et l'intérêt, elle va aussi rejeter de l'humidité. Donc notamment déjà la plante, c'est super bien dans nos atmosphères qui sont de plus en plus sèches, voilà, parce que ça va redonner un petit peu d'humidité. Pour les enfants qui ont des bronchiolites et tout ça, c'est bien d'avoir un air plus humide. C'est pas mal. Mais alors là, si on avait un médecin sur le plateau, il nous dirait oui, mais attention, si la plante est mal entretenue, s'il y a de la moisissure, c'est potentiellement aussi des sources d'allergie. Donc tout ça reste quand même toujours du bon sens. C'est-à-dire qu'on imagine bien que cette petite plante-là, celle-là est déjà beaucoup plus grande, mais la pièce dans laquelle on est très grande, elle ne va pas dépolluer la maison. Enfin, ce serait fabuleux. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faudrait la plus heureuse des 90 comme ça? Ça voudrait dire qu'il faudrait quasiment vivre au milieu d'une forêt, voilà. forêt vierge. Une énorme forêt. Par exemple, pour 40 mètres carrés à peu près, qu'est-ce qu'il faut installer? On dit qu'il faut une plante tous les 10 mètres carrés. Mais
c'est toujours pareil. Il y a pour l'instant pas d'études. Les études qu'il y a eu, notamment par la NASA, c'est des études qui ont été faites dans l'espace, dans des conditions où tout était hermétique. Donc on sait que certaines plantes, et celles que je vous ai présentées, filtrent mieux que d'autres, retiennent mieux que d'autres un certain nombre de solvants. Mais de là à vous dire que c'est dépolluante, il faut faire attention que ça ne devienne pas un élément marketing. Ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien de voir la verdure, que si on en prend soin, ça fait plein de jolies choses à avoir poussées pour les enfants et que c'est toujours agréable d'avoir ce rappel de cette fenêtre sur la nature. Mais ça remplace pas l'aération des fenêtres. En fait. Le lierre qui couvrait les murs des maisons autrefois, ça avait ce genre de fonction-là? Oui, ça a une vraie vertu dépolluante. Et puis de toute façon, on sait que le verre, c'est le poumon de la planète. Donc ça a ce rôle-là de retenir, mais aussi de filtrer l'eau, de renvoyer de l'humidité. C'est vraiment ce rôle de régulateur. Donc oui, ça fait du bien, oui, c'est mieux, mais ça n'est pas le miracle contre la pollution que l'on aimerait tous que ce soit. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Est-ce que vous êtes soucieux, vous, par rapport à vos enfants, a priori fragiles comme ça, de l'air chez vous et de ce genre de choses? Vous y faites attention? Oui, on y fait attention, surtout que nous, elle a des problèmes pulmonaires et on vit à la campagne et effectivement, on a beau être à la campagne, on a beaucoup de vignes autour de nous et malheureusement, les vignes sont traitées. Et oui. Et effectivement, même au sein de l'école, en tout cas, l'école a demandé, la mairie a demandé aux viticulteurs des alentours de ne pas sulfater quand c'est les heures de récréation, par exemple, pour éviter justement que les enfants en récréation respirent les sulfates qui sont mis dans les vignes. Et chez vous, vous avez des astuces pour veiller à la qualité de l'air? Alors effectivement, je fais attention aux produits d'entretien ménager et les bougies également aussi. J'y porte un intérêt où il ne faut pas que ce soit des mèches en plomb ou soit des mèches coton et qu'elles ne soient pas le moins possible polluantes. Vous êtes une pro. Ouais. Et vous, Marie? Nous aussi, on essaye de faire attention donc dans les produits qu'on utilise pour l'entretien de la maison, mais aussi pour les bébés. Ils sont mignons tous les deux. Je les ai souvent lavés. Oui, on fait attention. Elle regarde son mari, des produits d'entretien et tout. Moi, je fais l'idée de... Voilà. Ah bah, là, on se partage. Non, et c'est vrai que tu es très engagé aussi dans la protection de la planète. Donc on est obligé. Après, la pollution, on habite à Paris, donc malheureusement, on sait que pour les enfants, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et on se pose la question, surtout pendant les pics, effectivement, du modèle. On se dit, vous allez écouter la chronique de Luc tout à Est-ce l'heure. qu'on ça ou est-ce qu'on les laisse C'est pas la solution. Voilà. Alors, Charlotte, donc, pour se déplacer en scooter dans Paris, partant anticyclonique, qu'est-ce que tu nous recommandes? 92% de la population mondiale respire un air qui est pollué. C'est pas bon. C'est nouveau ces images là qu'on voit. Alors justement, voilà, dans les villes maintenant, il faut se protéger. Donc on a déjà vu ce genre d'image parce que dans les pays asiatiques, ils utilisent ces masques-là. Donc quand on roule, donc déjà. En circulant à pied, c'est un problème. Mais alors quand on circule à vélo ou en scooter, c'est vraiment pire que tout parce qu'on se retrouve vraiment nez à nez avec les autres véhicules. Donc du coup, il y a Caroline, une fashionista parce que là, les masques comme ça, c'est pas très engageant quand même. Non, c'est pas très engageant, mais c'est pour ça. Voilà, on a l'habitude de voir cette image-là, mais moi je vais vous montrer qu'on peut avoir des effets qui sont encore plus efficaces pour se protéger et après avec en plus un accessoire qui est joli et qu'on peut porter comme un foulard. Mais je garde un peu de suspense d'abord. Caroline. Donc Caroline, elle travaille dans la mode à Lyon et en fait, elle circulait à vélo pour aller au bureau tous les jours. Et elle se retrouvait tous les jours pointée derrière les camions à prendre tous les pots d'échappement. Et en fait, elle a commencé à développer des troubles respiratoires. Et donc elle s'est dit, je vais tester le masque. Donc elle a commencé à mettre un masque, comme on a vu tout à l'heure avec les Asiatiques. Et du coup, elle s'est dit, mais c'est affreux, j'ai pas du tout envie de porter un masque médical comme ça dans la rue. Donc, elle a tout quitté et elle a commencé à développer un concept de masque anti-pollution, mais qui est quand même reste un accessoire joli que l'on peut porter tout le temps. Donc, en fait, l'idée, c'est un masque avec un... Il a intérêt à être joli, le masque. Ouais, parce que c'est un suspense. Alors, en fait, ce masque, donc ce foulard, j'ai envie de dire, quand même, est composé d'un masque à filtration innovant et très efficace. Donc, dans ce masque-là, il y a 3 filtres pour protéger à 99%, à savoir les microparticules, particules fines, pollen, donc pour les gens allergiques, c'est super aussi, les gaz et les bactéries.
Donc l'idée, je vais vous faire la oui, ce démonstration. sera une fin de petite démonstration. J'ai du mal à voir comment on le porte en fait. À moins on le noue quoi sur la tête. Alors voilà, donc il y a comme un petit clip, comme une petite ceinture qu'on s'attache autour du cou. Oui. Et donc en fait, on appuie là pour le clipser. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend très bien. Au son. Et voilà. Et l'idée donc c'est d'avoir un foulard joli qui couvre la gorge, mais surtout qui en fait vous protège complètement. Enfin, à 99%. C'est pas mal. À 99% qui vous protège donc de la pollution. Il existe bien sûr plusieurs modèles. Ah. Oui. Et alors on le trouve où? Il y a 3 modèles. Alors, il est en précommande sur un site internet. C'est tout nouveau, quoi. C'est tout nouveau. D'accord. Elle est en train encore de le développer, d'affiner tous les modèles, la manière dont il va se tenir, etc. etc. Ouais. Donc en plus de ça, c'est des matières éco-responsables. On choisit son imprimé, on choisit sa forme. Voilà, là on voit qu'il y a des modèles pour hommes et aussi des modèles pour femmes. Et ça coûte combien? Alors le modèle homme, il est à 65 € et le modèle femme 105. Et donc vous pouvez aller l'acheter sur le site internet, mais vous ne l'aurez pas avant printemps 2017. Voilà, parce que donc Il faut que ça se fasse. il faut que ça se Et fasse. ça se lave? Oui, c'est ça, les C'est recharges. lavable en machine. C'est donc lavable. le tissu complètement lavable en machine et le masque, il se lave à l'eau et au savon. À l'eau et au savon de Marseille. Parce que c'est évidemment. c'est un truc. Au pain de savon. Enfin, le savon. Et du coup, il faut le laver, il faut le changer, le filtre, toutes les 2 à 4 semaines selon l'utilisation que vous en avez fait. Et ça coûte entre 5 et 10 € à changer les filtres. C'est pas beaucoup plus cher qu'un masque de non. bonne qualité. Exactement. Je m'étais intéressé parce que moi, depuis que je suis à Paris, je fais du vélo. Vélo électrique, tac tac. Ah ouais. Et je me suis bon intéressé et c'est guère plus cher. Non. Et alors, elle devrait avoir un énorme marché en Asie. Exactement, c'est effectivement une fois qu'elle aura lancé le produit en France, après elle va partir en Asie et je crois qu'elle a de quoi devenir bien au moins millionnaire déjà. Ça marche, ça marche. Et alors dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que ce sera connecté à votre smartphone, pour vous le géolocaliser. Ah, tu utilises des mots très durs aussi. Pour vous géolocaliser et vous indiquer le taux de pollution là où vous vous trouvez. D'accord. Bon, voilà. Histoire de continuer à bien vous déprimer. À bien vous déprimer. Alors justement, pour fuir la pollution, Luc, tu nous invites à suivre l'exemple de ce couple formidable. Patrick et Brigitte. Patrick et Brigitte, en fait, parce qu'ils ont pris quand même une solution un petit peu plus radicale que la tienne, peu après mai 68, ils sont partis, ils ont décidé de fuir Paris, c'était des Parisiens, ils ont décidé de fuir Paris, de s'installer en Loire-Atlantique, à Moidon-la-Rivière, je ne connaissais pas du tout, c'est à 1 heure de Nantes à peu près, et Patrick est devenu, il était prof de sport, donc il est devenu prof de sport à mi-temps. D'accord. Brigitte était mère au foyer, elle s'est occupée de ses 4 enfants, parce qu'ils ont eu 4 enfants, et surtout ils ont décidé de ne plus subir donc les bouchons parisiens, surtout de consommer autrement, parce qu'ils ne voulaient pas vivre dans une société ultra consommatrice, et ils se sont installés pas dans une maison. La maison, ils l'ont faite entièrement de leurs mains, et aujourd'hui, on est 40 ans plus tard, ils y vivent toujours, et Marine Fornet, notre amie réalisatrice, a réalisé un très beau reportage, elle voulait même y rester vivre avec eux tellement c'était chouette. En ville, on dépend d'énormément de choses dont les citadins ne se rendent pas compte. Et nous, en venant s'installer ici, le but, c'était de créer un espace libre. On voulait maîtriser notre eau, notre alimentation, notre énergie, et voir s'il était crédible de vivre autrement. On vit dans cette maison depuis 40 ans. On l'a achetée en 1976 avec Brigitte. Avant de s'installer ici, on était à Paris. Je pense qu'à cette époque, il faut bien se dire que c'était l'explosion de la consommation. Mais nous, on a fait le lien très rapidement à cette époque entre la consommation et les limites de la planète. On était considérés comme des utopistes, des semeurs de troubles. Et donc, il a fallu vaincre cette opinion. Et là, ça n'a pas été facile au début. Il y a 35 ans, j'ai réfléchi qu'en mettant des tuyaux sous du verre et dans une serre bien fermée, ça donnait de l'eau chaude.
Donc, ça veut dire que je ne consomme pas d'électricité, pas de nucléaire, pas de pétrole, pas de gaz, pas de bois. Et 8 mois de l'année, j'ai de l'énergie absolument gratuite issue du solaire. C'est très écologique. Alors, t'as de la salade, là? On va prendre la salade, oui. Et puis autrement, t'en as là aussi. Oui, mais je préfère prendre celle-là. C'est des cornets d'Anjou. On s'en prend une belle ici. À l'époque où on vivait en région parisienne, et ben en fait, le rêve, c'était vraiment d'avoir un jardin où on puisse cultiver. Mais au début, on n'y connaissait pas grand-chose. Et puis, on a fait plein d'erreurs. Et en fait, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a expérimenté pour pouvoir avoir des beaux légumes. Et je prendrai du romarin tout à l'heure. Voilà, Pour la tisane, pour la le tisane. romarin. On y va? On y retourne? Allez hop. I never married, never had those kids. Voilà, la salade pour nous, c'est un délice. Il y a des salades qui viennent parfois de 300 km dans l'assiette des Français. Ben, nous, c'est directement du consommateur. Et puis, il y a du sens. Il y a du sens. On a vu pousser notre salade, on la semée. Enfin, je sais pas, mais ça donne de la valeur aux choses. Chine. Bon appétit. Je pense qu'on a trouvé un certain équilibre, c'est vrai. Et donc là, on s'est aperçu qu'on avait peut-être quelque chose à faire en proposant aux autres d'élargir notre maison à quelque chose de plus grand et à une forme d'éco-hameau. Alors, les radis noirs, On là, va récolter les navets, ici, là. ils sont magnifiques. Hein. Là, tu veux retourner un peu? Pas retourner, juste, tu vois, comme la grelinette. Et quoi. branler. Ouais. Nous, on est arrivé avec ma famille, donc ma femme et mes 2 enfants. On est arrivé ici il y a 4 ans et demi. Voilà. Le point de départ a été l'envie de changer de vie, de faire un projet de vie plus en cohérence avec nos valeurs. Du coup, on apprend à donner du temps pour les autres, à donner, recevoir, savoir refuser à certains moments, construire des choses ensemble. Là, tu vois, il y a la feuille de carotte. Ouais. Tu la manges ou pas? Ça, on n'a pas le réflexe de les faire. Je la laisse alors. Ouais, je pense que tu peux. Ok. Je suis vraiment heureuse de vivre en collectif avec d'autres jeunes et tout mon souhait c'est qu'ils arrivent à vivre de ce dont ils ont vraiment envie et je pense que je peux leur transmettre des savoir-faire, je peux leur transmettre des choses et tout ça avec de la bienveillance, une très forte amitié. Alors, Ah bah merci de me donner une bouture, c'est génial ça. Parce qu'en ce moment, on est en train de faire plein de boutures. ouais, c'est la Et saison. du coup, ouais, mais ça, c'est magnifique. Puis c'est super parce que du coup, tu vois, j'ai un souvenir de toi dans mon jardin. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir être participant à la création d'un autre mode de vie. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués de trop et de la complication, c'est de plus en plus compliqué de vivre. Or, ici, on prouve que c'est possible et nous, on est, je dirais, des témoins vivants qu'on n'est pas fatigué de vivre cette vie 40 ans après. Merci. Merci, Olivier. Je te fais un bisou. Comme ça. Merci. This is the first day of my life. Merveilleux. C'est beau, hein? Et alors, donc, ils sont plusieurs à avoir des maisons autour? Oui, alors là, ils ont fait en fait un système d'éco-hameau. En fait, ils ont fait leur maison, mais ils en ont fait 4 autres. Mais qu'ils louent? Alors, le principe, c'est quoi? C'est qu'ils ont leur propre maison où ils vivent, ils ont d'autres maisons qu'ils louent, 2 autres maisons, d'accord? Et ils ont 2 autres maisons qu'ils louent un peu comme des chambres d'hôtes parce qu'ils organisent des stages. Ça, Des stages de quoi? Alors, des stages de vie, comme eux, ils ont appris à construire. Comment on gère notre énergie, comment on gère notre eau, comment on fabrique notre électricité, comment On gère le jardin. Comment on gère le jardin, voilà. Et tout ça, comme je disais, à l'époque, on les prenait pour des fous. Aujourd'hui, on se dit que ça peut être des vraies solutions pour pallier nos problèmes de surconsommation d'énergie et de pollution.
Donc c'est quand même intéressant. Le système pour avoir de l'eau chaude, on n'entend pas beaucoup parler de ça. On entend parler de chauffage solaire, mais rarement de C'est ce lui qui système-là. l'a conçu. C'est ça qui est génial. C'est des gens qui sont arrivés avec des idéaux en se disant on va essayer d'être autonome. Hein. La maison s'appelle la maison autonome. Et ben, ils vont se documenter. Ils vont lire des livres, ils vont essayer de comprendre, ils vont apprendre. Ils vont faire des erreurs. Ils vont faire des erreurs, mais bien sûr, on a le droit de faire des erreurs, de se planter, on recommence. Et alors donc, c'est l'eau, eh bien, ils prennent l'eau qui tombe du ciel. Point barre. Il n'y a pas d'arrivée d'eau chez eux. Hein. Tout tombe du ciel. Ils récupèrent cette eau, elle est filtrée, elle part dans une grande cuve de 8000 litres qui est sous la maison. D'accord. Et bien cette eau, après filtrée, on peut la boire, par exemple. Ils ont, par exemple, se laver les mains, ils ont des systèmes de robinet avec des pédales. Ah, des pédales. Vous voyez Pas que l'eau coule tout le temps. Mais oui, Pas on met un gaspiller. peu. Comme ça, ouais, parce que c'est vrai, souvent on se lave les mains, on allume, on met de l'eau, on met du savon et ça continue à couler, on gaspille l'eau. Là, ils consomment 1/5 de ce que chaque Français consomme. Wow. C'est beaucoup moins quand même, 20%. Incroyable. C'est quand même chouette. J'adore l'idée de la pédale. Eh ben oui. Ouais, Non, Et mais alors, c'est chouette. pour, vraiment, pour oui. faire la cuisine, ils font comment? Alors pour faire la cuisine, ils ont les panneaux solaires aussi, donc Oui, ils donc ont oui, l'énergie, ils ont ils ont l'électricité, ils sont autonomes, d'accord, à ce niveau-là. Par exemple, ils ont mis en place des toilettes sèches. Tu nous rappelles ce que c'est les toilettes sèches? Les Parce que toilettes- c'est la pro des toilettes. Elle aime pas ça, mais elle sait J'aime quoi. pas ça. Mais voilà, c'est un système de sciure de bois Voilà. qui récolte, Qui absorbe tout, et puis on peut réutiliser une partie pour le compost du jardin. Pour faire des C'est ce qu'on avait dans nos cabanes. qu'on avait dans nos cabanes. Et ça, ils étaient un des premiers à installer des toilettes sèches en France à tel point que dans les années 2000, on connaissait peu ça, les Sénats aussi. Lui, Patrick, il est venu au Sénat pour leur expliquer comment ça pouvait marcher, si ça pouvait être une alternative. C'est rigolo quand même. Et alors, ils ont un réfrigérateur? Et alors, et ben c'est ça, ils ont décidé de vivre sans réfrigérateur. Parce qu'ils estiment que 6 mois de l'année, sur le rebord de la fenêtre, il fait Ça va quand même très bien. suffisamment froid. Et puis après, il faut comme on faisait nos grands-mères à la campagne. Hein, dans la cave, il fait entre 3 et 6 degrés, on peut tout à fait Ou alors, conserver si on du met beurre. dans du sel ou... On peut mettre du sel aussi. Mais on peut, tu vois, par exemple, le beurre, les yaourts, tout ça, ça peut. Mais surtout, il va chercher de façon quotidienne, il va chercher dans son potager apparemment. Ah ben oui, il va bien manger sûr. peu de viande. Il mange pas, globalement, il ne mange pas de viande. Mais par contre, tu te posais la question, et tu as bien raison, ils aiment bien, c'est pas des ascètes qui ne consomment rien, hein. Ils aiment bien boire du bon vin. Et Alors, puis, ça c'est leur a intéressant. coûté combien de Et alors, construire c'est ça qui est leur fascinant, maison, c'est que tout ça cette maison, bon, à l'époque, hein, elle leur a coûté 17 000 francs. 17 000 francs, ça fait un peu moins de 2600 euros. Parce qu'ils ont Non, tout mais fait eux-mêmes. aujourd'hui, Ils non, ont mais mis les 10 maisons ans à qu'ils la construisent autour, là, ils n'en Voilà, vendent ils en pas. ont fait une autre qui est avec du système de paille qui a coûté 25 000 euros. C'est quand même très peu, quoi. Oui. Ouais. 25 000 Ouais. euros pour une maison, d'accord. Et alors, ils vivent de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il vit de sa retraite. Ils vivent avec 700 euros par mois et ils organisent aussi des stages. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent venir s'inspirer de comment, justement, on fabrique des systèmes pour chauffer l'eau grâce à son système de tuyaux là, et de serre, des systèmes de permaculture, la culture. Tu nous rappelles ce que c'est La culture, c'est tout simplement avec le respect de tous les micro-organismes de la terre et des plantes. Donc on essaye au même endroit de mettre ensemble des plantes qui cohabitent et qui permettent de cultiver Voilà. mieux et de meilleure qualité. Voilà. Alors, il y a combien de personnes qui sont venues en stage? Et alors, du coup, c'est ça, en tout cas, entre les visiteurs qui étaient curieux, les gens qui viennent en stage, depuis 40 ans qu'ils ont cette maison, il y a déjà 70 000 personnes qui sont venues visiter cette maison parce que c'est une vraie curiosité. Et puis parce qu'ils sont attirés, parce qu'au final, ces gens-là, eh ben, ils ne paient pas de facture. Le principe de facture d'eau, facture d'électricité, Ils connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Moi, des maris, ça pourrait vous inspirer, cette vie loin de la ville? Faudrait trouver un mix. Pas aussi radical, mais... Mais oui, mais il y a plein de bons conseils, oui, mais qu'on oui, voudrait bien reprendre. Du bon sens, oui, du bon effectivement. sens. Merci, c'était passionnant, toutes ces Avec plaisir. initiatives destinées à faire en sorte qu'on respire un air plus sain. Merci à vous pour votre confiance, d'être venu nous faire partager votre expérience. Je rappelle donc que Marie a écrit un joli livre, Mes enfants, votre bataille, le journal d'une maman de jumeaux grands prématurés. Merci à vous tous. J'aime bien conclure sur cette citation de Saint-Exupéry qui, je pense, vous reprendrez volontiers à votre compte. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. J'imagine que c'est votre projet avec vos enfants.
Merci à tous, merci à vous d'être venus partager votre expérience et merci à vous les amis pour ces belles idées inspirantes. Bon après-midi, merci de votre fidélité. Au revoir. Si vous aimez les belles rencontres, lundi vous serez surpris et ému par les récits de Léo et Édouard, deux hommes tombés dans la spirale des troubles obsessionnels compulsifs. De simples gestes du quotidien, répétés à l'infini, ont lentement plongé leur vie dans la tourmente. À 24 ans, Léo a longtemps souffert en silence de ses manies obsessionnelles. Un mal insidieux qui le conduira jusqu'à l'hospitalisation. Édouard, 70 ans, a développé très tôt des troubles du comportement. Dès ses 6 ans, il comptait plusieurs fois de suite toutes les pièces de sa tirelire pour savoir s'il lui en manquait. Plus tard, ce sont des tocs d'accumulation qui ont pris le dessus. Parapluie, articles de toilette, tapis, Édouard ne pouvait rien jeter. J'ai beaucoup de tocs d'accumulation. J'ai 300 sacs en plastique. J'ai 56 boîtes de chocolat vides. Un réveil en au moins 2 ou 3 exemplaires. C'est une façon de me rassurer. Moi, je suis bien dans ma peau avec mes tocs. Je ne veux que rien ne change. Avec le temps, les tocs se sont aggravés. À chaque fois que je sortais d'une pièce où je devais éteindre la lumière, moi je l'éteignais, je la rallumais. Ça pouvait me prendre plusieurs heures par jour. Je pouvais vraiment plus continuer à vivre comme ça.